Bonjour, bienvenue dans le Café du Commerce. Nous recevons Jean-Jacques Daniel, producteur de lait, agriculteur à Plabennec et président du Crédit Agricole depuis 2023, ça va faire 3 ans dans ça quelques va mois. faire 3 ans. Et pour vous interroger, Samuel Petit, directeur des rédactions du Télégramme. Alors, la fin de l'année dernière a été marquée par la crise agricole, qui, comme souvent, est partie du sud-ouest. Un apaisement relatif a été trouvé avec l'annonce d'un report temporaire de la signature du Mercosur. On a vu aussi une jonction d'intérêts, ou plutôt d'organisations un peu opposées, qui étaient la Confédération paysanne et la coordination rurale. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, tous ces événements ? Ouais. Alors pour moi, il y a deux choses dans ce sujet-là. Il y a un sujet sanitaire avec la fameuse maladie, la dermatose, et puis un sujet, on va dire, économique, géopolitique presque, qui concerne le Mercosur. Concernant le premier sujet sanitaire, je pense que c'est un sujet extrêmement sérieux et qui peut nous concerner, nous aussi, dans une région comme la Bretagne, où l'élevage est quand même un facteur clé de l'économie de notre département, mais aussi de la région. Et peut-être pour en parler, parce que vous avez dit que ça avait démarré dans le sud-ouest, la dermatose, le sujet sanitaire, lui, il a démarré dans le sud-est plutôt, parce que c'était dans les départements de Savoie et Haute-Savoie, où ça a démarré au mois de juin ou juillet dernier, juin il me semble. Et aujourd'hui, dans ces régions-là, c'est une maladie qui a disparu, parce que finalement, les mesures qui ont été prises à l'époque par les services de l'État, les services vétérinaires, ont porté leurs fruits. Et donc, pour avoir échangé régulièrement sur le sujet avec mon collègue qui est président de la Caisse de Crédit Agricole des Savoies, c'est une région où ils ont finalement résolu la problématique sanitaire par la vaccination et par l'abattage, malheureusement, des troupeaux qui étaient concernés. Et pour finalement y arriver tous collectivement, je pense que sur ces sujets sanitaires, comme les anciens agriculteurs ont toujours fait dans le département, la discipline collective est un des meilleurs leviers efficaces pour répondre à ces sujets sanitaires qui rappelons-le, sont quand même extrêmement sérieux pour une filière. Ce qui n'a pas disparu, Samuel, c'est la radicalisation du secteur. Oui, on le voit même sur les sujets agricoles bretons. La question environnementale, la question de l'eau, c'est une question ancienne, depuis 30 ans maintenant. Mais on a l'impression que le débat est encore plus difficile qu'il n'a été. Les associations environnementales font pression parce qu'elles défendent une cause auquel elles croient. La justice administrative condamne régulièrement l'État. On a l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a même plus de consensus sur le chemin à emprunter pour réduire l'empreinte environnementale de l'agriculture dans la région. C'est sûr. Alors, principe de base aussi, je crois que dans les choses générales, aujourd'hui, on est en face d'une société qui est de plus en plus polarisée, de plus en plus divisée, où chacun a un avis sur tout. Donc ça, c'est le principe de base, il faut faire avec. Nous, concernons-nous, au Crédit Agricole du Finistère, ce qui nous guide toujours, c'est un principe assez simple. C'est que nous, on accompagne le développement de l'agriculture, notamment par l'investissement, par l'accompagnement de l'investissement et par le crédit. Et moi, je dis souvent assez facilement, et vous allez voir, c'est assez simple comme théorie, c'est que chaque euro investi dans un bâtiment agricole, finalement, va aussi servir les enjeux environnementaux, parce qu'un nouveau bâtiment, il va être plus performant, il va rejeter moins de polluants dans l'atmosphère, parce qu'il y aura des dispositifs de traitement de l'air. Il va aussi consommer moins d'eau, moins d'électricité, moins d'énergie en termes de chauffage, qui sera mieux isolé. Et surtout, le plus important, c'est qu'il va aussi permettre des conditions de travail et des conditions de bien-être animal supérieures à un vieux bâtiment. Donc, mais quand on parle de productivisme agricole, ça vous agace ? Parce qu'on est quand même dans un secteur qui perd des marchés. Alors, le mot productivisme, il peut être conjugué à plusieurs titres. Moi, je préfère parler de souveraineté. Je pense que c'est important d'avoir... la France est un grand pays agricole, a toujours été. Il faut qu'on... Aujourd'hui, notre agriculture, elle est un peu chahutée quand même sur l'échiquier européen et l'échiquier mondial. La balance commerciale est déficitaire. Exactement. Cette année. Donc je dis bien que on est un peu chahuté. Donc c'est aussi peut-être l'occasion de rappeler les enjeux qui se cachent derrière ça, de souveraineté alimentaire. Et puis il y a quelque chose qui est assez surprenant aussi quand je parlais de société qui est divisée, c'est que finalement on a dissocié les sujets agricoles et les sujets d'alimentation. Parce que finalement aujourd'hui les agriculteurs, ils produisent de l'alimentation que les consommateurs français achètent. Et pour faire le lien avec le Mercosur, c'est là aussi l'occasion, quelque part, avec ces accords internationaux. Il ne faut pas qu'on arrive finalement à l'aboutissement du fait qu'avec ce type d'accord, on arrive à importer d'autres pays
une agriculture dont on ne veut pas chez nous, quoi, tout simplement. Donc c'est pour ça que le lien avec l'alimentation, il est assez tenu à mon avis, et il faut qu'on y soit attentif, de remettre un petit peu l'église au milieu du village, quoi. Les agriculteurs produisent ce que les gens achètent. Et il y a un sujet essentiel sur la survie de l'agriculture, au moins sa pérennité, c'est l'installation des jeunes agriculteurs. On sait que c'est un sujet depuis longtemps en Bretagne. Il y a une génération qui va partir dans les 5 à 10 ans à venir. Vous êtes inquiet pour le renouvellement des générations dans nos exploitations ? Inquiet, non. C'est un sujet dont on doit se préoccuper. Moi, j'emploie 3 mots pour qualifier l'agriculture du département. C'est qu'elle doit être viable, c'est-à-dire qu'elle doit être rentable économiquement, vivable, c'est-à-dire que les gens qui exercent ces métiers-là doivent pouvoir le faire dans des conditions décentes, et elle doit être durable. Et dans le mot durable, il y a parce qu'une activité... Il y a combien d'agriculteurs aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans, 30 ans, 10 fois moins? Alors aujourd'hui, on installe 115 agriculteurs par an dans le département, quand justement à cette époque-là, on en installait 400. Donc 4 fois moins. On installe aujourd'hui 4 fois moins, mais c'est pas. Faut bien se mettre en tête que c'est pas une crise de vocation à l'installation, puisque les écoles d'agriculture sont pleines d'étudiants, donc c'est une bonne nouvelle. C'est plutôt, on est en face, comme d'autres secteurs d'activité, au départ à la retraite du baby-boom, tout simplement. Donc les gens qui sont les grosses cohortes de gens de naissance, ils partent à la retraite bien méritée, donc il faut les renouveler, et aujourd'hui il y a moins de jeunes. Dans les métiers agricoles, comme dans d'autres métiers, on voit bien que les professionnels de la santé ont aussi, eux, du mal à se renouveler, et on a de moins en moins de docteurs. Voilà. Donc c'est un sujet de société global qui doit aussi préoccuper le monde agricole, et nous on accompagne au Crédit Agricole du Finistère, on installe 7 jeunes agriculteurs sur 10. Sur les normes, parce que vous dites tout à l'heure avec des mots choisis, on ne veut pas importer une agriculture dont on ne veut pas. Il y a les clauses miroirs, les clauses de sauvegarde, tout ça est au cœur de la discussion sur le Mercosur. Peut-être rappeler, parce que voilà, le Mercosur, c'est aussi quelque chose qui n'est... le commerce aujourd'hui, il est mondialisé. Donc rappeler aux gens aussi qu'est-ce que sont les accords du Mercosur, c'est-à-dire que pour pouvoir vendre par exemple des avions aux pays d'Amérique latine, l'État signe un accord qui nous oblige finalement à acheter des produits agricoles dans ces pays-là, qui ont pour le coup des conditions de production qui sont complètement en décalage avec celles qui sont exercées en Europe, et encore plus en France, et encore plus en Bretagne, je dirais, puisqu'on est ici dans une région où quelque part le savoir-faire des agriculteurs permet, voilà, on est en région d'élevage avec un accès au pâturage qui est illimité grâce à notre climat, parce qu'on a cet atout-là atout qu'il n'y a pas au Brésil, on le sait très bien, avec des problèmes de ressources en eau, des problèmes de climat, de réchauffement climatique qui sont plus importants là-bas que chez nous. Alors on vit en Bretagne, vous êtes un des fins observateurs de l'économie, du département mais aussi de la région. On sent bien qu'on rentre dans un moment économique différent, l'emploi salarié ne progresse plus, le chômage n'augmente pas trop fort parce que de toute façon il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ça vous inquiète l'année 2026 en termes économiques dans le département et la région ? Alors je vais démarrer par un message un peu rassurant. C'est-à-dire que tout ce que vous avez dit, c'est complètement juste. Nous, ce qu'on constate de manière vraiment claire et nette, c'est que le Finistère et la Bretagne résistent mieux que d'autres territoires de France, finalement, aux agressions que subissent aujourd'hui l'économie locale. Ça, c'est un constat. Alors, l'analyse que j'en fais, moi, le pourquoi, finalement, pourquoi est-ce qu'on résiste mieux, nous, finalement, ici, au bout du bout, que d'autres territoires ? Moi, je le qualifiais autour de 4 piliers. Le premier, on vient d'en parler, c'est l'agriculture. C'est l'importance finalement de ce secteur d'activité, puisque se nourrir, c'est quelque chose d'important. Se soigner, c'est aussi quelque chose d'important, et le secteur de la santé est important dans le Finistère, et emploie beaucoup de personnes, et se développe bien. Ici, à Brest, le CHU en est la preuve. Se protéger. Le secteur de la défense, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe bien aussi, malheureusement, les conflits aidant. Et puis, le 4e et dernier point qui fait la stabilité de l'économie de notre territoire, c'est se loger. On sait que le logement, le finistérien et le breton est attaché à sa propriété de son bien immobilier. Donc finalement, tout ça, c'est des sujets, les 4, ils ont un point commun, c'est des sujets qui travaillent sur un temps long. Et qui fait que finalement, notre économie, elle est moins de sujet aux aléas conjoncturels. Ça va un peu mieux en Bretagne qu'ailleurs, mais malgré tout, même si tout à fait louable de positiver comme vous le faites, il y a la réduction de l'enveloppe de la PAC qui est de l'ordre de 20%. Oui. C'est quand même, ça pèse de façon importante sur les comptes.
Et puis il y a des perspectives peut-être plus lointaines d'intégration de pays comme l'Ukraine. Alors pour l'instant c'est écarté, mais c'est une économie qui pourrait détruire nos économies agricoles. On le voit bien. Alors la PAC, politique agricole commune, pour les gens qui ne sont pas initiés. Sur l'Ukraine, c'est vrai que l'intégration de l'Ukraine et la concurrence finalement qu'on peut avoir avec d'autres pays européens sur les sujets agricoles et agroalimentaires. Actuellement, c'est quoi? C'est l'Espagne le plus difficile pour... Ça dépend de quelle production on parle. Je vais prendre un exemple, parce qu'on parlait de l'Ukraine, là. Sur la volaille, on sait qu'aujourd'hui, plus d'un poulet sur 2 consommé en France n'est pas produit en France, est importé, notamment de Pologne ou d'Ukraine. Donc voilà, c'est aussi un sujet, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, sur la nécessité d'investir dans l'agriculture du département pour finalement qu'on puisse produire chez nous ce que les gens consomment. Donc ça veut dire que pour vous, la recette, c'est plus de technologie, plus de savoir-faire par rapport à des économies agricoles sous-développées? Alors le savoir-faire, je pense qu'on l'a. J'ai parlé tout à l'heure des écoles d'agriculture. Les agriculteurs finistériens et bretons sont formés, bien formés, très formés, parce que c'est un des atouts aussi de nos territoires. Je pense que ce qui manque, c'est l'investissement pour avoir des outils modernes, donc l'innovation, les nouvelles technologies, et puis aussi qu'on laisse les gens faire. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un projet, il y a beaucoup d'opposants. Il faut laisser les gens faire et finalement laisser l'investissement se dérouler et ne pas avoir peur, ne pas craindre, puisque derrière un projet, un investissement, il y a toujours quelque chose de plus vertueux et de plus protecteur pour l'environnement, pour les animaux et surtout, j'insiste là-dessus, pour les hommes et les femmes qui travaillent dans les entreprises, qu'elles soient agricoles ou industrielles d'ailleurs. Je reviens sur un des piliers essentiels de l'économie dont vous avez parlé, c'est le logement. Il y a un vrai sujet logement dans le département, mais aussi dans la région. Vous êtes un des financeurs de logement. Il y a des freins à l'accès au logement aujourd'hui? Alors déjà, l'année 2025 est terminée depuis pas très longtemps. Vous dire que cette année-là, on a vu une forme de rebond quand même par rapport à 2024 qui avait été presque, je qualifierais ça d'année noire en termes de production de logements dans le département. Donc le rebond, pour donner un ordre d'idée, c'est on aura fait en 2025 presque 40% de plus de réalisation de crédit à l'habitat en 2025 par rapport à 2024. Et il y a un besoin très fort, puisque la mécanique, elle est aussi assez simple. Quand on ne produit pas de nouveaux logements, vu qu'on a la chance, comme ça c'est aussi une chance d'habiter dans un département où il y a un solde positif tous les ans, donc il y a un besoin pour loger les gens. Et je pense que ça, c'est essentiel, puisque si on ne produit pas ces logements-là, au bout d'un moment, il y a de la tension sur le locatif. Et quand il y a de la tension sur le marché du locatif, finalement, les prix des loyers augmentent, risquent d'augmenter. Et qui c'est qui en pâtit? C'est toujours les plus modestes et les jeunes ménages notamment. Et donc ça, nous, au Crédit Agricole, on a les valeurs d'inclusion qui sont des valeurs importantes chez nous. Donc on est très attentif à ça. Et on essaye d'offrir finalement aux Finistériens la capacité de se loger de la manière la plus juste possible. Et comme certains de vos confrères, vous réclamez un assouplissement des conditions d'accès. L'Europe à Bruxelles a pesé sur des conditions plus strictes de l'accès au crédit au logement. Ouais, alors ça, c'est un sujet extrêmement intéressant et qui finalement, c'est le sujet qui a contribué à la baisse des réalisations de crédit et donc la baisse de création de nouveaux logements en 2024 notamment, puisque le dispositif, il est assez clair. Ce qu'on nous contraint de faire, c'est de travailler avec un taux d'endettement pour les ménages. Alors que nous, depuis la nuit des temps, dans les banques et au Crédit Agricole en particulier, on travaille sur un reste à vivre. C'est-à-dire que les jeunes ménages, ils construisent leur maison, ils font face à l'échéance de leur maison. Et ce qui compte, c'est combien il va leur rester pour vivre une fois payé l'échéance de la maison, pour servir leurs autres besoins, la voiture, l'alimentation, les loisirs et autres. Et depuis qu'on a toujours travaillé comme ça fonctionnait bien, très bien même, puisqu'on a un marché du crédit de l'habitat qui est très sain. Les gens, ils n'ont pas de difficulté pour rembourser leur crédit habitat en général. Donc voilà, j'ai envie de dire qu'on nous laisse faire comme on l'a toujours fait, et puis ça se passera bien. Et quand je dis on, je mets l'ensemble des banques sous cette égide-là. Qu'est-ce qui porte le mieux la parole des agriculteurs au niveau politique aujourd'hui? Alors on a senti quand même, il y a un certain reflux de l'écologie, disons, punitive. D'ailleurs, certaines municipalités écologistes, tenues par les écologistes, sont menacées pour les prochaines municipales. Mais le RN se fait entendre haut et fort. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est lui qui, dans les campagnes, engrange des voix? Je ne saurais pas répondre, je n'ai pas cette prétention-là. Peut-être quand on parle d'écologie, dire quand même que l'écologie et le monde agricole, ils sont intimement liés. Puisque dans les écoles d'agriculture dans lesquelles j'ai été,
l'écologie, c'est une matière à part entière, c'est une science. Donc avant d'être un parti politique, le nom d'un parti politique, ce qui est le cas aujourd'hui, l'écologie, c'est avant tout une science qui est inculquée dans les écoles d'agriculture. Donc j'aime bien le rappeler quand même malgré tout, parce que les agriculteurs ne font pas n'importe quoi, ce sont des gens formés. Et donc je ne voudrais pas qu'ils se fassent quelque part capturer leur savoir par un tel ou tel parti politique. Et puis, comme le reste de la population, les agriculteurs sont libres de choisir. Et je pense que dans le paysage politique français, de son extrême gauche jusqu'à son extrême droite, finalement, on trouve des agriculteurs dans tous les partis. J'ai la faiblesse de penser cela, mais sans avoir d'outils pour le mesurer. Parce qu'on dit qu'ils progressent dans certains secteurs, notamment chez les militaires, donc peut-être en est-il de même chez les agriculteurs. Est-ce que vous trouvez que la voix des agriculteurs est mieux défendue à Bruxelles aujourd'hui, de même qu'on a pris conscience d'un phénomène de désindustrialisation en Europe, et donc il y a eu un recul notamment sur la vente de véhicules thermiques qui devait être interdite dès 2035. Est-ce que sur ce phénomène de désagricolarisation, est-ce que vous trouvez que là aussi il y a une prise de conscience des défis, on parlait de la balance commerciale qui est déficitaire, pour effectivement, au nom de la souveraineté alimentaire, conserver le caractère compétitif de l'agriculture française? Je pense clairement qu'il y a un éloignement entre le monde politique et le monde agricole. Alors je dirais pas c'est de la faute de Pierre, Paul ou Jacques. Il y a aussi, pour moi, il y a un élément important, c'est qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs. On se l'est dit tout à l'heure, c'est un fait, hein, ça. Et il y a aussi de moins en moins d'agriculteurs engagés dans le monde politique. Et l'engagement politique, il démarre dans les communes. Et je pense que c'est important, ça, d'avoir aussi. L'époque José Bové, c'est du passé. Oui, parce qu'on n'entend plus parler de lui, donc j'aurais la faiblesse de penser que c'était du passé. Mais c'était une figure emblématique. Ouais, c'était une figure emblématique. Ouais. Mais il y a Jérémy De Serle, qui est l'ancien président des jeunes agriculteurs, qui est député européen. Hein, donc voilà. Mais il ne va pas tout faire à lui tout seul. Il ne va pas porter la voix de l'ensemble des agriculteurs à lui tout seul. C'est pour ça que je reviens à l'échelon local. C'est important d'avoir dans les municipalités, dans les petites communes, dans les grandes villes aussi, des agriculteurs qui sont finalement engagés aussi dans la vie de leur société et qui s'engagent dans les municipalités. Et j'en profite, comme c'est maintenant, on en parle beaucoup dans les médias, voilà, si j'avais un souhait, moi, d'avoir plus d'agriculteurs installés pour me représenter, parce que je suis aussi avant tout un agriculteur, je trouve que ce serait une très bonne chose. On va parler de votre métier principal, qui est la banque de détail. Comme votre concurrent et confrère, le Crédit Mutuel, vous êtes une banque traditionnelle, une banque de réseau, avec une forme de proximité. Vous vous inquiétez de la digitalisation de votre métier, de l'accès aux comptes bancaires à travers des sociétés venues d'ailleurs en Europe, hein, qui ont des offres digitales extrêmement performantes. Il y a une mutation de votre métier ? Oui, clairement, il y a une mutation de la banque de détail, ça c'est clair. Vous avez employé un terme tout à l'heure de banque traditionnelle. Enfin, nous, on qualifie ça, nous, on se nomme nous-mêmes la banque des visages. Parce que justement, quand on pousse une porte d'une agence, d'un crédit agricole sur le territoire du département, il y a une personne qui vous dit juste bonjour derrière un guichet, puis qui répond à votre question et à votre demande. Et ça, pour nous, c'est essentiel. Mais aujourd'hui, force est de constater que dans les nouvelles ouvertures de comptes, qui sont faites par des Français, mais aussi au même niveau par des Finistériens, 4 sur 10 sont faites auprès de banques qui sont de la banque qu'on consomme derrière un écran, des banques dites digitales ou des néobanques, comme on les appelle nous dans notre jargon. Alors nous, notre réponse là-dessus, elle est assez claire. C'est de dire, nous, on doit à la fois offrir ce type de service, puisque ce que les gens ils veulent consommer avec leur téléphone, derrière leur écran d'ordinateur, un mode de consommation rapide, mais on a aussi la responsabilité d'offrir bien plus que ça, parce qu'on est bien plus qu'une simple banque, d'offrir aussi un conseil personnalisé, de l'expertise. Ça, nous, l'expertise, c'est quelque chose d'essentiel sur tous les métiers, l'agriculture, les professions de santé, sur l'immobilier, parce que, vous savez, vous parliez tout à l'heure de banques qui sont dans des contrées lointaines, européennes, Lituanie ou autres. Si vous êtes un jeune ménage et que vous voulez faire un crédit pour construire une maison, l'accès au prêt à taux zéro, par exemple, ils ne vous le feront pas. Hein, donc, ça c'est pas dans leur périmètre. Donc voilà, nous, on a cette ambition-là finalement d'être la banque des expertises, la banque des visages,
Et c'est pour ça qu'on croit en notre modèle et on fera tout pour finalement l'adapter à la demande des consommateurs. Il y a eu une crise financière en 2008 venue des États-Unis. Aujourd'hui, avec l'incapacité du gouvernement à gérer l'économie, avec un endettement accru, avec une dégradation des notes des agences de notation. Est-ce que les mesures prudentielles qui avaient été imposées sont suffisamment importantes ? Oui, je pense que oui. Oui, on peut rassurer tout le monde sur ces sujets-là. Je pense que les décisions qui ont été prises suite à la crise financière de 2008 par la Banque Centrale Européenne portent aujourd'hui leurs fruits. Et quand je dis ça, je ne l'invente pas non plus. La preuve, c'est que les États-Unis, qui sont toujours un peu plus laxistes que nous sur ces sujets-là, l'année dernière, il y a une banque aux États-Unis qui a, je mets des guillemets, fondu les plombs et juste disparu. Chose qui n'arrive pas aujourd'hui en Europe, et fort heureusement, parce que voilà, il y a des règles qui sont des fois pour nous complexes à suivre et qui demandent beaucoup d'énergie et aussi beaucoup de compétences dans les équipes de la caisse, mais qui malgré tout aussi servent d'amortisseur aux éventuels chocs qui peuvent survenir. Et on sait très bien que par définition, il faut se préparer à tout type de situation. Je reviens sur la banque de détail. Il y aura le même nombre d'agences du Crédit Agricole dans le Finistère fin 26 que début 26 ? On est le premier réseau d'agences bancaires du département. Donc la réponse est à peu près oui. Il arrive ne réduit pas. Il arrive qu'on fasse des regroupements. Et en construisant des agences neuves, parce qu'on a aussi un parc d'agences qui date pour beaucoup des années 70, qu'on a renouvelé régulièrement, mais voilà aussi qu'aujourd'hui, quand on parle du digital, qui n'arrive plus finalement à servir les besoins des clients en termes, parce qu'aujourd'hui, quand on vient dans une agence bancaire, c'est assez rarement pour faire une opération, c'est plus pour avoir un échange avec un conseiller sur des sujets d'expertise et des sujets qui peuvent prendre du temps. Donc on a aussi besoin d'avoir les outils qui vont bien, les installations qui vont bien pour pouvoir répondre rapidement et de manière surtout efficace avec beaucoup d'expertise aux questions. Donc, oui, le Crédit Agricole du Finistère reste et restera le premier réseau d'agences bancaires du département. Même question sur le nombre de salariés. Vous recrutez en 2026 ? On recrute tous les ans. Et quelle filière ? Alors, prometteuse. Ouais. Quand je dis qu'on a l'ambition d'être la banque des expertises, quand on recrute, on essaye de recruter des jeunes surtout qui ont envie. Parce que finalement l'expertise après elle va s'acquérir, parce qu'on forme aussi beaucoup nos collaborateurs, c'est bien connu dans la banque, on peut faire un beau parcours professionnel et plein de métiers différents dans une banque. Donc, mais on recrute une centaine de jeunes collaborateurs en CDI tous les ans. On a aussi, ça j'aime bien insister sur ce sujet-là, 2 points qui ont trait à la formation. On prend aussi beaucoup d'alternants, une 60aine d'alternants tous les ans, et on prend aussi beaucoup de stagiaires, et notamment des stagiaires des classes de 3e, qui ont souvent des stages où les parents ont du mal à trouver un stage pour leurs enfants. Et nous, on prend ce type de stagiaires pour leur faire découvrir finalement c'est quoi les métiers d'une banque et qu'est-ce que c'est. Et je reviens à la politique, parce que je sais que c'est un sujet que vous aimez. Est-ce que la cogestion traditionnelle de la FNSEA avec le ministère de l'Agriculture perdure ? On a vu une conjonction inattendue entre la Confédération paysanne et la coordination rurale. Il y a aussi les jeunes agriculteurs qui jouent leur partition. Est-ce qu'aujourd'hui, le milieu n'est pas de plus en plus fragmenté à la mesure aussi de la sectorisation des différents produits agricoles ? Ou à l'image de la société, je dirais. À l'image de la société, tout simplement. Je pense que, alors moi je vais pas faire de parti pris pour tel ou tel syndicat. Pour moi, vous voulez pas nous dire si vous êtes plutôt interne ou interne ? Non, je pense que, alors moi ce qui m'anime, c'est un syndicalisme que je qualifierais d'économique. Parce que nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner le développement de tous les secteurs d'activité, y compris de l'agriculture. Et forcément, quand on s'appelle Crédit Agricole, on a une responsabilité particulière sur les sujets agricoles. Mais je pense que d'avoir en face de nous des gens qui, finalement, sont capables de comprendre les enjeux fondamentaux qui se cachent, non pas demain ou après-demain, sur du court terme, mais sur du long terme et du moyen terme. Je pense que ça, c'est peut-être une différence où nous, alors, au Crédit Agricole, on rencontre souvent, moi je rencontre tous les syndicats.
régulièrement et on échange souvent avec eux là, sur ces sujets-là. Et moi, j'aime bien me projeter sur le long terme. Très bien. Et ben, ce sera le mot de la fin. Merci Jean-Jacques Déniel. Merci Samuel Petit. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité dans le Café du Commerce. En attendant, portez-vous bien. Bon week-end.